À l'Académie royale Crest de Lagos, au Nigeria, on se moquait d'elle chaque jour parce qu'elle refusait de riposter. On disait que son mutisme trahissait sa faiblesse. Que sa sérénité n'était qu'une forme de lâcheté déguisée. Mais personne ne comprenait vraiment. Un silence attentif peut devenir plus redoutable que n'importe quel cri quand il écoute, observe et attend son heure. C'était l'histoire vraie d'Amara Okwa. L'Académie royale Crest passait pour l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville. Ses bâtiments crème immaculée s'élevaient fièrement derrière de hautes grilles en fer forgé. Les parents les plus influents de Lagos se vantaient d'y inscrire leurs filles, convaincus d'offrir à leurs enfants le meilleur avenir possible, excellence académique, discipline irréprochable, et un réseau de relations qui ouvrait toutes les portes. Pourtant, derrière ces façades lisses et ces uniformes impeccables se cachait une ombre insidieuse. Le harcèlement ne hurlait pas, il murmurait. Il souriait poliment. Il portait des chaussures de marque et s'exprimait dans un anglais parfait. C'est ainsi qu'Amara Okwa était devenue invisible. Amara n'était ni pauvre, ni négligée, ni médiocre. Au contraire, elle figurait parmi les meilleurs élèves de sa classe. Ses cahiers étaient impeccablement tenus, son écriture élégante et précise, son uniforme repassé avec soin chaque matin. Elle parlait peu, seulement quand c'était nécessaire, et fuyait les projecteurs. Aux yeux des professeurs, elle incarnait la discrétion et la bonne éducation. Mais pour un petit groupe de filles, elle représentait une distraction, un jouet, une cible idéale. Ce groupe était dirigé par Tolani Adabayo, fille unique d'un puissant homme d'affaires qui finançait généreusement la moitié des événements de l'école. À ses côtés évoluaient Efrana et Zara, deux ombres rieuses qui anticipaient ses moindres désirs et terminaient ses phrases dans un éclat de rire complice. Elles arpentaient les couloirs comme si le sol leur appartenait, d'une certaine manière, c'était le cas. Tout avait commencé par des riens. Un chuchotement quand Amara passait près d'elle. Un ricanement étouffé lorsqu'elle répondait juste en classe. Une petite poussée, accidentelle, dans le couloir, suivie d'un « désolé, je ne t'avais pas vu », prononcé avec un sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Tolani excellait dans cet art, blessée sans laisser de traces visibles. Amara ne réagissait jamais. Elle baissait simplement les yeux et poursuivait son chemin, le cœur battant un peu plus fort, mais le visage impassible. Ce silence les exaspérait plus que n'importe quelle réplique cinglante. Elle voulait la voir craquer, hurler, pleurer ou prouver qu'elles avaient gagné. Mais Amara restait de marbre. À l'heure du déjeuner, tandis que les autres élèves formaient des cercles bruyants d'amitié superficielle, Amara s'isolait souvent sous le grand arbre à amandes près de la clôture de l'école. Elle aimait l'ombre fraîche, le bruissement des feuilles, la brise légère venue du lagon voisin qui portait parfois l'odeur salée de la mer. C'était son refuge. Jusqu'au jour où même cet espace fut profané. Un après-midi, sa boîte repas disparut. Le lendemain, son devoir de mathématiques fut soigneusement déchiré en deux et glissé dans son sac. Elle ne dit rien. Elle ne pleura pas devant elle. Elle se contenta de réparer les pages avec du scotch transparent et de rendre le travail comme si de rien n'était. Le harcèlement s'intensifia. Peut-être qu'elle aime ça, lança un jour Efrana assez fort pour que toute la classe entende. Le professeur tourna la tête vers Amara. « Tout va bien, ma chère ?» Amara hocha la tête. « Oui, madame. » Et l'incident fut clos. Mais à l'intérieur d'Amara, quelque chose se fissurait doucement, pas de la peur, mais d'une colère froide, lucide. Elle n'était pas vide. Elle observait. Elle commença à noter mentalement les détails. Les noms qui n'étaient jamais interrogés, les filles jamais sanctionnées, les plaintes qui s'évaporaient comme de la poussière effacée d'un tableau. Elle vit comment certaines familles semblaient intouchables. Comment certains professeurs évitaient les conflits avec des parents trop puissants. Un jour, pendant un travail de groupe, Tolani l'accusa ouvertement de plagiat. Elle fait toujours semblant d'être innocente. Vérifiez sa copie. Le professeur compara les deux feuilles et fronça les sourcils. Tu me déçois, Amara. La classe étouffa un rire collectif. Amara tenta de s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, faibles, hésitants. Elle se tut. Ce jour-là, enfermée dans les toilettes, elle fixa son reflet dans le miroir. Les larmes coulèrent en silence, mais son visage demeura calme. Ce n'était pas la punition qui la blessait le plus profondément. C'était l'injustice flagrante, l'absence totale de doute chez les adultes. Et c'est à cet instant précis qu'Amara prit sa décision. Elle resterait silencieuse. Mais ce silence ne serait plus passif. Il deviendrait une arme. Dès lors, elle écouta avec une attention redoublée. Elle surprit Tolani se vantant des relations de son père. Elle entendit Zara murmurer un jour, « Rien ne peut nous arriver ici ». Elle remarqua les professeurs qui détournaient le regard quand il s'agissait de certaines familles. Un soir, restée tard pour recopier des notes de chimie, elle surprit une conversation par la fenêtre entr'ouverte. Tolani et Efrana riaient. « Ma mère a déjà parlé au proviseur. Même si quelqu'un se plaint, ça n'ira nulle part. Et cette fille muette ?» Zara ajouta, «
Elle n'osera jamais. Elles éclatèrent de rire. Amara resta figée, le cœur cognant. La protection. C'était donc cela, un bouclier invisible bâti sur l'argent, les relations et la peur. Cette nuit-là, dans sa chambre à Surulré, tandis que le ronronnement des générateurs emplissait l'air et que les lumières de la ville clignotaient au loin, Amara repassa chaque mot dans sa tête. Le problème dépassait largement le harcèlement individuel. C'était un système qui couvrait la cruauté au nom du pouvoir. Le lendemain, le hasard plaça entre ses mains une pièce décisive. Dans la bibliothèque, elle trouva un petit carnet noir oublié sur une table. L'écriture de Zara. Au lieu de le rapporter, elle le glissa dans son sac, les mains tremblantes. Chez elle, porte fermée, elle le lut page après page. Des noms, des dates, des notes brèves, apprendre une leçon à X, menacer si elle parle, des références à des pots de vin, à des professeurs complaisants, à des plaintes étouffées. C'était plus qu'un journal de brimade, c'était la preuve d'une organisation. La peur l'envahit, mais avec elle vint une clarté nouvelle. Les tyrannes pensaient que le silence signifiait la capitulation. Elles se trompaient lourdement. La semaine suivante, les attaques se firent plus vicieuses. Tolani murmura en passant, « Fais attention, certains secrets sont dangereux. » Zara ajouta avec un rictus, « Ne joue pas à plus maligne que nous. » Elle sentait que quelque chose avait changé. Puis, un après-midi près des toilettes, une plus jeune, Shidama, s'approcha d'Amara, la voix tremblante, « Elles me font la même chose. » Et elle s'enfuit. Amara resta immobile. Elle n'était pas seule. Cette nuit-là, elle pleura une onde de faiblesse, mais de compassion et de responsabilité. Si elle se taisait éternellement, rien ne bougerait. Mais si elle agissait trop vite, elle serait écrasée. Il lui fallait de la patience. Une patience d'acier. Elle commença alors à constituer son propre dossier. Heure précise, lieu, mots exacts, capture d'écran, enregistrement discret glissé dans sa poche. La vérité exigeait des preuves solides. Et puis, un jeudi matin, l'impensable se produisit. Une courte vidéo se mit à circuler parmi les élèves. On y voyait Tolani acculant Shidama derrière le laboratoire de sciences. Sa voix résonnait clairement, « Si tu parles encore, tu le regretteras. » Le rire de Zara retentissait en fond. À l'heure du déjeuner, la moitié de l'école l'avait vu. Les murmures enflèrent comme une marée. Les professeurs perçurent la tension sans en comprendre la cause. Tolani perdit son assurance, elle vérifiait son téléphone sans cesse. Zara prétendait que la vidéo était truquée. Amara, elle, restait calme à sa place, observant. Son silence n'était plus de la faiblesse. C'était une stratégie. Et ce n'était que le commencement. Le lendemain, l'école n'était plus la même. Les élèves se regroupaient en petits cercles, téléphones dissimulés. Les chuchotements voyageaient plus vite que les brimades n'avaient jamais osé le faire. La vidéo, courte mais implacable, montrait le visage terrifié de Shidama, la menace de Tolani, le rire cruel. Pour la première fois, la peur changeait de camp. L'administration ne put ignorer l'affaire. Les parents appelèrent. Certains exigeaient des comptes, d'autres des sanctions. La proviseure, Madame Affoleyant, convoqua une assemblée extraordinaire. Tolani croisa les bras, feignant l'assurance. Efrana gardait le menton haut, mais ses doigts tremblaient. Zara fuyait les regards. Amara se tenait au milieu des rangs, muette comme toujours. La proviseure parla d'une voix ferme, « Nous sommes au courant de la vidéo qui circule. Une enquête est en cours. Toute forme de harcèlement est inacceptable. » Les mots sonnaient fort, mais cette fois ils étaient soutenus par une pression réelle. À midi, les interrogatoires commencèrent en privé. Au début, les élèves hésitaient, personne ne voulait devenir la prochaine cible. Puis Shidama parla. La voix brisée, mais claire. Elle raconta des mois de menaces, les bousculades contre les casiers, les avertissements de ne rien dire. Et elle ajouta, Amara n'était pas là. Elle n'a rien fait. Le silence tomba comme une chape. Peu après, 2 autres filles de classes différentes témoignèrent. Leurs récits se recoupaient, même lieu, même ton, même rire. Les anciens signalements furent exhumés. Certains avaient été classés, résolus, sans enquête réelle. Les dates coïncidaient étrangement avec les notes du carnet de Zara. Pendant ce temps, Tolani et ses amis ourdissaient leur contre-attaque. Elles accusèrent Amara, elle avait filmé, elle avait monté la vidéo, elle était jalouse. Les rumeurs se propagèrent comme un feu de brousse. Amara les entendit toutes. Elle ne se défendit pas. Elle ne protesta pas. Elle attendit. Car elle savait ce qu'elles ignoraient, la vidéo n'était pas d'elle. Elle provenait du cousin de Shidama, élève d'un lycée voisin, qui passait par là ce jour-là et avait filmé de loin pour protéger sa cousine. La vérité avait des témoins. L'enquête s'approfondit. Les parents furent convoqués au non pour des discussions polies, mais pour des auditions formelles.
Le père de Tolani arriva en costume impeccable, sûr que son influence réglerait tout. Mais l'influence s'effrite quand la vérité se multiplie. D'autres élèves produisirent des captures de messages menaçants, des enregistrements vocaux. Les murailles protectrices s'effritèrent. Puis le carnet apparut non pas publiquement, mais intelligemment. Amara en fit des copies photographiées, sauvegardées en lieu sûr. Elle les transmit anonymement au conseil d'administration et à une parent d'élève connue pour son intégrité. L'effet fut dévastateur. Le carnet révélait non seulement des plans de harcèlement, mais des allusions à des pots de vin versés à un membre du personnel pour étouffer les affaires, des faveurs, des manipulations de dossiers disciplinaires. Ce n'était plus une querelle entre adolescentes. C'était une défaillance institutionnelle. Le conseil convoqua une réunion à huis clos. Le lundi suivant, Tolani, Zara et Efrana furent suspendus à titre conservatoire. La stupeur envahit le campus. On n'avait jamais vu Tolani tête baissée. Les auditions finales durèrent 3 jours. Témoins, preuves irréfutables, vidéos, messages, carnets, plaintes ouvertes. Même le membre du personnel cité fut interrogé. À la fin, le verdict tomba, expulsion définitive des 3 filles. Licenciement du salarié impliqué. Lettre d'excuse officielle aux élèves et parents. Mais le changement alla plus loin. L'école instaura un système de signalement anonyme supervisé par un organisme indépendant. Des conseillers extérieurs arrivèrent. Les enseignants furent formés à nouveau. Le silence cessa d'être perçu comme de la paix, il devint un signal d'alerte. Jamais le nom d'Amara ne fut publiquement associé aux preuves. Elle choisit la discrétion plutôt que la gloire. Un après-midi, Madame Affoleyant la fit venir dans son bureau. « Tu as fait preuve d'un sang-froid remarquable, dit-elle doucement. Parfois, la force ne crie pas. » Amara hocha simplement la tête. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle voulait la sécurité. Les jours passèrent. L'atmosphère se transforma. Les élèves marchaient plus librement. Les rires devinrent légers, non plus acérés. Shidama commença à s'asseoir près d'Amara à midi. Peu à peu, d'autres les rejoignirent non par obligation, mais par respect sincère. Un après-midi, sous l'arbre à amandes, Shidama murmura, « Avant, je pensais que le silence signifiait la peur. » Amara sourit doucement. Parfois, les gens calmes écoutent simplement. La nouvelle des expulsions dépassa les murs de l'école. Certains parents applaudirent. D'autres critiquèrent. Le père de Tolani tenta une action en justice, mais les preuves étaient accablantes. Pour une fois, le pouvoir ne put effacer la vérité. Amara repensa à tout ce qu'elle avait traversé, les bousculades dans les couloirs, les devoirs déchirés, l'humiliation publique. Elle comprit une leçon essentielle. Si elle avait réagi avec colère dès le début, si elle avait crié ou frappé, on l'aurait traitée d'instable, et la vérité aurait été enterrée plus profondément. Au lieu de cela, elle avait attendu. Observé. Documenté. Et quand le moment était venu, elle avait laissé la vérité parler d'elle-même. Les harceleuses avaient cru choisir la proie la plus faible. Elles avaient en réalité choisi la plus patiente. Des mois plus tard, l'Académie royale Crest n'était plus tout à fait la même. Plus sûre, plus vigilante. Les élèves signalaient les problèmes tôt. Les professeurs écoutaient. Les parents posaient des questions. Et Amara restait la même, discrète, concentrée, sereine. Mais elle n'était plus invisible. Le respect résonne, et parfois, ceux qui ne crient jamais sont ceux qui produisent le plus grand retentissement. Les harceleuses se croyaient intouchables. Elles pensaient que le silence signifiait la peur. Elles se trompaient. Elles avaient choisi la mauvaise fille. Et la vérité avait choisi le bon moment. J'espère que cette version t'a plu et t'a touché.